Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode des bonnes nouvelles du féminisme. En juin, il s'est passé beaucoup de choses, tellement en fait que j'ai eu du mal à choisir celle que j'allais vous présenter. J'en ai quand même sélectionné 5 avec peine, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse un bonus que je publierai probablement sur Insta. On commence en Nouvelle-Zélande où le gouvernement prévoit de distribuer gratuitement des protections périodiques dans les écoles pour lutter contre la précarité menstruelle. Il s'agira d'un programme auquel les écoles pourront décider de participer pour permettre à leurs élèves d'accéder facilement à ces biens de première nécessité. L'investissement de 1,5 million d'euros permettra dès juillet de mettre en place ce système dans les écoles de la région de Waikato et ensuite, en 2021, il sera étendu à tout le pays. Cette initiative a été prise après avoir estimé que 12%, soit environ 95 000 jeunes, ont du mal à se fournir en protection hygiénique en Nouvelle-Zélande. Une élève sur 12 a rapporté avoir déjà manqué l'école pour cette raison. C'est donc un véritable progrès pour permettre à toutes et tous de continuer à étudier à l'école, comme l'a rappelé la première ministre Jacinda Ardern. Deuxième bonne nouvelle de la part de l'entreprise pharmaceutique américaine Johnson & Johnson qui ne vendra plus de produits éclaircissants. En juin, elle a annoncé qu'elle allait arrêter de produire et de distribuer Saline Clean and Clear Fairness et Neutrogena Fine Fairness qui se retrouvent principalement dans les rayons beauté en Asie et au Moyen-Orient. Ces crèmes ont pour but d'éclaircir la peau, comme beaucoup d'autres produits par beaucoup d'autres entreprises, et elles posent plusieurs problèmes. D'abord, elles sont à la fois une conséquence et une manière d'entretenir ce qu'on appelle le colorisme, c'est-à-dire de penser que dans la pyramide de ce qui est désiré, désirable, il y a tout en haut les teints clairs, blancs, et tout en bas les teints foncés, noirs. Entre les deux, des tonnes de nuances, avec l'idée que plus on se rapproche du haut, et donc du clair, mieux c'est. Ce colorisme est ancré dans notre inconscient collectif. C'est une forme de discrimination héritée des siècles de colonisation et d'imposition de critères de beauté occidentaux, tels que la peau claire, les yeux clairs, les cheveux lisses. Et nombreuses sont les femmes non blanches à souffrir de cette discrimination. Mais en plus de ça, ces crèmes ont des conséquences sanitaires réelles. La plupart d'entre elles contiennent du mercure ou de l'hydroquinone et peuvent mener à des affections de la peau ou des empoisonnements, des maladies des reins par exemple. Alors qu'une entreprise cesse de contribuer à cette industrie ne résoudra pas le problème intégralement, mais c'est un bon signal. Déjà en termes de standards, non, une peau plus blanche, plus claire n'est pas une peau plus belle, mais aussi parce que l'interdiction de la commercialisation de ces produits ne suffit pas. Tant qu'ils sont produits, ils continuent d'alimenter un marché illicite. Alors maintenant, on attend les autres. On poursuit avec l'état d'Hawaï aux États-Unis, où la Commission sur le statut des femmes a proposé un plan de sortie de crise féministe pour son économie suite à la pandémie de Covid-19. Je vous le dis tout de suite, il n'est pas encore adopté. Mais c'est néanmoins une première que de telles propositions soient formulées, concrètement proposées, applicables. Oui, ok, alors vous vous demandez, que contient ce plan féministe? Eh bien, il insiste en particulier sur la nécessité de soutenir les personnes dont le travail est mal payé et pourtant essentiel, ainsi que les caregivers, les personnes qui s'occupent d'autres personnes. Il estime aussi qu'il faut passer d'une économie basée sur le luxe, l'appareil militaire, le tourisme, à une économie plus soutenable basée sur le soin. Concrètement, ça pourrait donner un revenu universel, des fonds d'urgence pour les personnes marginalisées, par exemple les personnes sans papier, des moyens de garde gratuits financés par l'État pour les travailleurs et travailleuses essentielles, des congés familiaux pour pouvoir s'occuper des personnes dépendantes de notre entourage et plein d'autres choses. Alors même s'il n'est pas mis en œuvre, en tout cas pour le moment, il peut servir de modèle. D'ailleurs, la directrice de la commission, Cara Jabola Carolus, a estimé que ce plan pouvait être adopté partout et pas seulement à Hawaï pour la simple et bonne raison qu'il répond à des questions que toutes les autorités vont se poser, telles que d'où peut venir l'argent pour nous sortir de cette situation ou encore comment bâtir une économie plus résiliente. À notre échelle, on peut se joindre à l'appel de nombreuses associations qui réclament ici aussi en France une sortie de crise féministe. Je vous ai mis un lien dans la description. Quatrième bonne nouvelle au Chili, où pour la première fois, une juge a reconnu qu'un enfant avait 2 mères. Elle a ordonné qu'on inscrive Atilio comme le fils de Rigliola di Rimarino et de Emma de Ramon dans le registre civil. Effectivement, elle a considéré qu'il s'agissait d'une atteinte au droit d'Atilio, puisqu'il est privé des droits par rapport à sa mère sociale, qui n'était pas encore reconnue mère civile, Emma de Ramon, et aussi donc d'une atteinte au droit d'Emma de Ramon, qui était, bien que mère sociale et affective, pas encore reconnue civilement. Un bel espoir pour toutes les familles homoparentales donc. Pour finir, en France, il sera désormais possible pour les victimes de violences conjugales de débloquer leur épargne salariale. Bon, pour bien comprendre ça, il faut revenir sur c'est quoi l'épargne salariale. En fait, dans certaines entreprises, les employeurs redistribuent une partie de leurs bénéfices, je schématise, sous forme de primes. Primes d'intéressement, primes de participation.
Ces primes peuvent être placées par les employés sur des plans d'épargne salariale. Quand c'est le cas, les employés doivent généralement attendre minimum 5 ans ou même l'âge de la retraite pour pouvoir toucher à cette épargne. Jusqu'ici, les seuls motifs qui permettaient d'y toucher étaient un mariage, un Pacs, l'arrivée d'un troisième enfant, un divorce ou une séparation. Mais depuis le 8 juin, les femmes qui ont réussi à obtenir une ordonnance de protection de la part d'un juge qui interdit à leur conjoint violent de s'approcher d'elles ou de leurs proches pourront aussi en bénéficier. Ce sera pareil, entre autres, en cas d'information judiciaire, de mise en examen ou même de condamnation non définitive. Bon, évidemment, toutes les femmes ne pourront pas bénéficier de cette aide, puisque déjà seulement 51% des victimes de violences conjugales ont un emploi, et parmi celles-ci, toutes n'ont pas une épargne salariale. Mais c'est important pour celles dont c'est le cas, d'autant plus que la précarité peut retenir une femme dans une situation de violence. Voilà pour ce mois-ci. Merci encore à toutes les personnes qui m'écrivent pour me partager leurs bonnes nouvelles. Continuez, c'est top. Vous pouvez aussi les mettre en commentaire, puisque comme je l'ai dit, je ferai peut-être un bonus sur Instagram pour le mois de juin. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre un pouce bleu, et nous, on se retrouve ici très bientôt.